Ok, bon après-midi. Merci d'être là après un si bon repas. Je ne sais pas, qui d'entre vous a été à Java One une fois? Peu, parce que la cantine des conférences américaines, c'est vraiment abominable comparé à la qualité du buffet qu'on peut trouver ici. Donc, je vais vous parler des nouveautés de la Cloud Platform et plus particulièrement pour Google App Engine. Donc je suis Ludovic Champenois, je manage une équipe à San Francisco qui s'occupe de l'App Engine Runtime et des SDK. Donc à la fois la partie développeur sur votre desktop et la partie environnement d'exécution de l'application que vous développez du côté des serveurs. Entre les deux, il y a des milliers de couches, mais je m'occupe de ces deux couches les plus extrêmes en fait. Ça c'est une photo, on voit pas la photo? Une photo du bureau de Google à San Francisco, qui est en bas là, vue d'une tour plus haut. Donc c'est mon endroit, c'est là où je travaille. C'est assez agréable, je peux vous le dire. C'est une très belle vue sur la baie. Donc on va rapidement, parce que bon, vous êtes quand même dans un événement GDG, donc on va rapidement passer sur les data centers de Google. Faire une toute petite introduction sur Compute Engine, parce que Compute Engine, c'est la base des nouvelles technologies qu'on va présenter tout à l'heure, ou même qu'on a présenté ce matin avec Kubernetes. Et puis, comment Google App Engine, qui a débuté en 2008, donc c'est vraiment une antiquité dans le monde hosting d'applications. C'est même le premier qui était là, qui a créé le marché. Comment App Engine, un produit aussi vieux que ça, s'adapte de manière très moderne au nouveau data center et à la nouvelle plateforme de Compute Engine pour Google. On va essayer de faire des démos. Donc, Module et ManageVM sont les deux nouveautés importantes d'App Engine. ManageVM a été annoncé mardi à San Francisco. Donc, vous ne pouvez pas être plus près des nouveautés de ce qui se passe de ce côté-là, vu que avant c'était seulement disponible à un très petit nombre de gens. Maintenant, depuis mardi, vous pouvez au moins le tester et le casser si vous voulez, de manière enfin en bêta. Donc ça, des photos classiques, c'est un des data centers. Il y en a beaucoup de photos comme ça, mais le but de Google, en fait, c'est de créer. Pourquoi on crée ces data centers? C'est d'abord pour nous, pour hoster nos services de search, d'ads, etc., ou Gmail, ou Docs. Ça, c'est la priorité numéro un pour Google, c'est de pouvoir hoster tout ce qu'on sert comme service nous-mêmes. Hautement sécurisé, bien sûr. Il y a des gardes un peu partout. Et en fait, le but de la plateforme cloud de Google, c'est de vous offrir cette même capacité, ces mêmes data centers, ce même management, ce même monitoring, des gens qui travaillent 24 heures sur 24 pour faire marcher ces data centers qui peuvent basculer d'un continent à l'autre ou d'un État américain à un autre État américain de manière transparente, à la fois pour nous en interne, c'est-à-dire les gens qui développent Gmail ou Google Search, et pour vous en tant que client de la plateforme Cloud Google. Donc en gros, notre but, c'est de vous offrir, vous en tant que client externe à Google, la même puissance de calcul qu'on a en interne. Que vous utilisez une VM ou 5000 VM. Donc ça, qui a assisté ce matin aux deux présentations? La première de Docker après le keynote, qui? Ok, super. Et la deuxième présentation, un petit peu moins. Donc cette troisième présentation, en fait, c'est la dernière de la plateforme. Et au niveau séquence, c'est très important de les mettre dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce que toutes les extensions que l'on rajoute dans App Engine vont se baser à la fois sur Docker. Donc, il va falloir, si vous êtes développeur Java ou Node.js ou d'un autre runtime, il va falloir
apprendre en fait la plateforme Docker qui va être fondamentale dans le futur du cloud de Google, mais aussi du cloud de Microsoft, du cloud d'Amazon, du cloud de Pivotal, etc. Donc en fait, tous les acteurs majeurs du cloud aujourd'hui unifient leur modèle de déploiement sur le modèle Docker. Donc bien sûr, il y aura des extensions, mais c'est la nouvelle brique à apprendre. Non seulement il faut connaître Linux, donc ls, ps, enfin toutes les commandes de base de Linux, mais aussi essayer de comprendre au niveau d'après comment je gère cette unité de déploiement et d'exécution qui est le nouveau process en fait, le nouveau process du monde cloud. Qui entre vous est Java développeur? Ok, donc la majorité d'entre vous est dans le monde Java, c'est bien parce que moi aussi je viens du monde Java. Donc vous connaissez bien la construction de base de la plateforme Java EE, c'est le WAR, le Web Archive Directory, ou JAR. Ce que propose Docker, c'est un remplacement complet de ce format de déploiement. Donc vous n'allez plus déployer une application Java EE ou une web app, vous allez réellement déployer non seulement cette application, mais aussi le container, le web server qui la tourne, donc JT ou JBoss, l'operating system qui la tourne et l'environnement. Donc c'est ça l'unité, la brique de base du nouveau monde qu'on est en train de créer, non seulement Google, mais tous les acteurs du cloud. Donc, Cloud Platform, c'est la partie publique. Donc la partie Software as a Service hosté, vous l'utilisez tous de Google, c'est Gmail, Google Docs, etc. Donc ça, c'est la partie Software as a Service. Vous ouvrez une URL, vous utilisez le service de manière très, très simple. Alors que la plateforme Google que l'on offre, c'est 3 niveaux. Jusqu'à maintenant, toutes les slides ce matin ne montraient que deux niveaux. C'était AIS, qui est infrastructure, donc créer des VM, et la plateforme as a Service, qui est App Engine. J'ai rajouté en fait un nouveau nœud intermédiaire qui est le cluster management. Donc la plateforme as a Service et la plateforme management de containers via cluster se basent, les nouveautés se basent sur la plateforme de l'infrastructure de Google. D'accord? Donc il faut comprendre les différents layers. Et à chaque fois, on essaye d'abstraire un peu plus le niveau d'en dessous, de cacher tout le plumbing qui est souvent assez dur à comprendre ou à manager. À chaque fois, on essaye de vous offrir un niveau supplémentaire d'abstraction pour que, au final, donc dans le monde ultime PaaS, comme App Engine, vous n'utilisiez que des concepts qui vous sont proches, c'est-à-dire votre application. Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir. Il y a d'autres services que l'on peut appeler dans les trois cas de compute. Donc App Engine peut utiliser le cloud storage, donc storer des files dans des buckets. App Engine peut utiliser Cloud SQL. App Engine a été créé nativement avec Cloud Data Store qui permet de stocker des données dans le cloud de façon extrêmement puissante, puisque c'est basé sur la techno qu'on utilise en interne pour stocker des données chez Google. Et on parle de pétabytes, le terabyte, c'est une unité qu'on ne connaît plus depuis longtemps. Donc Cloud Data Store, plus vous mettez des données dedans, plus il scale. Plus il est réparti entre plusieurs nœuds, etc. Et plus il ne devient pas plus lent si vous rajoutez des données dessus, quoi. Donc, les nouveautés actuellement, c'est le Container Engine, donc, qui a été annoncé mardi aussi en alpha, qui est basé entièrement sur Docker, qui a été présenté ce matin un petit peu. Et puis, ce qu'on va aussi parler aujourd'hui, c'est l'extension qu'on appelle ManageVM pour App Engine, qui garde le modèle d'App Engine, mais qui se base sur Docker. Donc en gros, bon là la slide est en anglais, mais on essaye de vous offrir un continuum entre la VM la plus basse. Donc vous créez une VM à partir de Ubuntu, à partir de Debian,
Et après, bah, c'est à vous d'installer la VM, à vous de patcher l'operating system, à vous de faire les bons apt-get pour installer la stack que vous voulez. Donc ça, c'est la partie VM, donc c'est Compute Engine. C'est ce qui était annoncé. En fait, c'est sorti il y a 1 an à peu près, je crois. Donc c'est assez récent au niveau de GA, enfin General Availability, mais on travaillait dessus depuis un très bout de temps. Et puis l'autre partie du spectrum qui est App Engine, où la seule chose que vous faites, c'est vous déployer votre application, donc votre WarFile ou votre module Node.js qui va s'exécuter dans le cloud. Et au milieu, une nouvelle couche Container as a Service, encore une fois annoncée mardi, qui permet de gérer un environnement de container qui n'est pas vraiment, vraiment connecté à App Engine. Donc au lieu d'utiliser les langages que App Engine traditionnellement vous offre, vous pouvez créer votre propre stack aussi en ayant plus de façon de la contrôler. Donc App Engine, qui connaît Compute Engine? Je peux faire une démo assez rapide de la plateforme, de la console admin. En fait, le mieux c'est de commencer par une démo de la console. Donc là, j'ai un projet qui s'appelle, est-ce que vous arrivez à lire, VM Runtime Demo. Donc ça, c'est un projet, on va mettre un peu plus gros. J'ai un projet Google Cloud qui permet d'utiliser tout ce dont je viens de parler. Donc vous créez un projet, c'est une unité de facturation. Et à l'intérieur de ce projet, vous pouvez créer une application App Engine qui consiste de beaucoup de modules App Engine. Vous pouvez créer des VM. Donc il y a la partie Compute, et à la fois App Engine qu'on va voir tout à l'heure, la partie Compute Engine, où là, par exemple, vous pouvez, en cliquant sur VM Instance là, vous pouvez voir des VM qui tournent. Donc Cloud Docker, je peux même cliquer sur le bouton SSH là, et ça va m'ouvrir un terminal qui est en fait une extension de Chrome. Donc sans quitter le monde navigateur, vous pouvez vous connecter à vos machines et avoir un terminal, ls, voilà, ps, sudo docker ps. Bon, il n'y a pas sudo, c'est une typo. Donc voilà, là j'ai une VM et j'ai installé Docker dessus, mais vous pouvez installer ce que vous voulez. Et vous pouvez très facilement vous connecter sur cette VM et la configurer. Elle a une IP externe ou interne. Elle a un network qui lui permet de communiquer à d'autres VM de votre projet. Ou éventuellement, si vous l'étendez en ouvrant des règles de firewall à d'autres VM, d'autres projets. Mais c'est très simple. Vous pouvez en créer une new instance. Donc là encore une fois, c'est les briques de base de la plateforme. Vous pouvez en créer dans 3 zones en Asie, 3 zones en Europe, dont une qui va disparaître, et 1, 2, 3, 4 aussi, 4 zones aux États-Unis. Donc là, encore une fois, vous pouvez décider où vont aller vos VM au niveau de la plateforme VM. Bien sûr, les couches supplémentaires style App Engine vont décider éventuellement de migrer de la zone 1 à la zone 2 s'il y a un problème dans la zone 1, mais ça, soit vous le faites manuellement avec la plateforme Compute Engine, ou soit c'est automatisé par les couches supplémentaires de la plateforme. Donc on peut prendre l'Asie, vous pouvez créer une petite VM ou avec 16 cores, 14 Go de mémoire, ou 60 Go de mémoire si vous voulez encore plus de mémoire. Donc c'est quand même des monstres assez impressionnants au niveau capacité. Et ensuite, vous pouvez choisir quel type d'image vous voulez créer. Donc CentOS, Debian,
Red Hat, et depuis lundi, je ne sais pas si on le voit là, non, il faut signer. Vous avez aussi Ubuntu depuis lundi matin, en fait, je crois que c'est une annonce qui vient d'être faite. Donc là aussi, vous choisissez l'OS de base et un disque dur si vous voulez, avec maintenant SSD, depuis mardi aussi, c'est tout nouveau. Vous voyez vraiment les nouveautés en temps réel, là. Et une fois que vous êtes content, vous créez sur Create, et puis la machine va booter et va être facturée à l'heure pour vous. Donc ça c'est la brique de base de toute la plateforme qu'on va voir après. Vous pouvez éventuellement avoir plus d'informations donc de CPU. Qu'est-ce qui s'est passé les 4 derniers jours et de l'information du networking, des disques durs, etc. Et de configurer les règles de firewall. Donc voilà, en fait, c'est la brique de base. Vous pouvez lancer un OS quelque part qui va tourner dans le cloud. Il y a la partie Cloud Storage. Tout à l'heure, je parlais de Cloud Storage, qui est l'équivalent de Amazon S3, où vous pouvez créer des buckets. Donc en gros, c'est des directories dans le cloud. On va voir si le bucket DevFest a été créé ou pas. Ah ouais, il a déjà été pris. Donc là, même si un bucket appartient à votre projet, donc c'est l'unité de facturation pour ça, en fait, le nom du bucket est global sur tous les projets de Google. Donc quelqu'un, quelque part, a déjà créé le bucket ou le top directory qui s'appelle DevFest. Dommage. On va essayer DevFest 2014. Ça y est, je l'ai eu. OK. Donc, dans ce bucket, en fait, vous pouvez stocker aussi des fichiers statiques et y accéder et les protéger de manière read-only, read-write ou que pour votre projet ou pour tout le monde. Et vous pouvez stocker des pétabytes de données si vous voulez là-dedans. Les API d'accès sont très simples, en Java ou en Python, en PHP, c'est assez simple pour y accéder. Cloud Data Store, je n'ai pas créé de Cloud Data Store Entity là, je crois. Ah si, il y en a un petit peu. Donc là, il y a un dashboard pour gérer le Cloud Data Store qui va être accédé par toutes les VM ou tous les modules App Engine pour ce projet. Et puis un Cloud SQL qui est MySQL hosté pour vous de manière automatique, sur lequel aussi vous pouvez vous connecter à partir de vos VM Compute Engine ou App Engine. Donc voilà un petit peu la console globale. Il y a beaucoup de détails qu'on va négliger aujourd'hui parce qu'on pourrait passer toute une après-midi à voir tout ce que vous pouvez faire avec la console. Donc l'autre partie sur laquelle on va regarder maintenant, c'est la partie App Engine ici. D'accord? Donc encore une fois, le projet s'appelle VM Runtime Demo. Si je clique dessus, je regarde le billing. Depuis le début du mois, j'ai dépensé 56 $. Donc c'est à peu près une semaine. Bon, j'ai quelques VM, je fais des projets, donc vous voyez un petit peu le coût d'utilisation. C'est pas phénoménal, quoi. Il y a quelques dashboards ici. Donc ça, c'est le billing pour toutes les entités de ce projet, donc Cloud Data Store, Cloud SQL, Cloud Storage, et les instances soit VM ou soit App Engine. Donc voilà, on va revenir maintenant à la présentation. Donc, Compute Engine, vous permet de créer des VM et de les gérer vous-même. Bien évidemment, c'est hautement sécurisé, c'est-à-dire que ça tourne dans les data centers de Google, au même endroit où les process internes de Google tournent. Donc, en fait, la sécurité qu'on a créée pour nous protéger nous-mêmes, à la fois du monde interne, parce qu'il y a souvent des failles de sécurité en interne et aussi à l'externe parce que
On ne veut surtout pas que quelqu'un rentre dans les data centers de Google. Toutes ces entités sont connectées par le Google Fiber, ou enfin le network de Google interne, donc enfin, on crée nous-mêmes le network. On a des bateaux, enfin, où on paye des bateaux pour mettre des câbles transatlantiques ou entre les continents pour avoir à peu près enfin, un minimum de latency entre les data centers. Et donc, ça aussi, ce network interne de Google, c'est très important parce que si Cloud Storage, par exemple, où vous mettez des buckets, des fichiers dans vos buckets, si vous y accédez soit par App Engine, soit par Compute Engine, l'accès va être dans le même network. Bien sûr, comme il y a des API externes, vous pouvez très bien utiliser le Cloud Storage et l'appeler, par exemple, d'instance Amazon. Il n'y a aucun problème. Sauf que là, vous passez d'un cloud provider à un autre. Et là, avec toute la qualité de network entre deux gros monstres du cloud comme Amazon et Google. Donc là, l'intérêt d'avoir tout dans le même système, c'est de profiter en fait de ce network qui est hyper rapide. Green computing, bon, on en parle un petit peu aussi, c'est qu'on essaye d'avoir les data centers les moins polluants possibles. On est assez leader, enfin Google est leader dans ce monde-là, on fait beaucoup de progrès à ce niveau-là, y compris créer nos propres centrales électriques ou créer des fermes qui font soit du solaire, soit des trucs avec le vent. Donc là aussi, on essaye de minimiser l'impact sur la planète, puisque c'est, a priori, l'énergie, c'est ce qui coûte le plus cher dans un data center, en fait. Les disques durs ou les CPU, ça coûte rien. Facturation à la minute, donc en fait, si vous bootez une VM, au bout de 10 minutes, on vous la facture à la minute. Donc ça, c'est un truc hyper intéressant, c'est que si vous avez un process qui prend à peu près 60 minutes à s'exécuter, au lieu de l'exécuter sur une seule VM, c'est peut-être mieux de penser pour l'exécuter sur 6 VM, si vous pouvez. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur 6 VM, il pourrait s'exécuter, enfin un sixième, donc 10 minutes dans chaque VM, et au final, vous ne paierez que 6 fois 10 minutes, donc 1 heure. Alors que si vous l'utilisez dans une seule VM, vous allez payer beaucoup plus. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est aussi un changement de mentalité, en fait. Ça vous pousse en fait à distribuer vos process, donc utiliser des moyens de sharder vos data ou sharder votre process en plusieurs, quoi. Les types d'instances, plus de 64, on a vu. Il y a un environnement de metadata qui permet à une VM de découvrir un petit peu l'environnement dans lequel elle s'exécute, et vous pouvez éditer cet environnement, donc configurer des métadatas qui peuvent être utilisés après quand la VM boot. Il y a un load balancer, vous pouvez snapshotter les disques, etc. Et bien sûr, toute la partie admin UI qu'on a vue est contrôlée par des API REST. Donc tout ce que vous pouvez faire au niveau console utilisateur peut être fait aussi par programmation relativement simple en faisant des puts et des get avec un payload JSON sur des entités REST. Donc voilà, la démo on l'a faite. Donc ça c'est la brique de base. Alors, maintenant que vous comprenez un petit peu cette brique de base et que vous avez assisté ce matin à l'introduction à Docker, qui va être fondamentale en fait, heureusement que David a fait cette intro parce que, encore une fois, mon conseil, c'est si vous voulez être présent dans ce monde-là dans le futur, il faut vraiment passer du temps à apprendre le monde Docker. C'est une des résolutions que vous devez avoir lundi matin quand vous entrez à votre travail, c'est je veux apprendre Docker, je veux comprendre comment ça marche. Pourquoi? Parce que même si App Engine et d'autres cloud providers vont essayer de cacher ou d'utiliser ces couches sans que vous les voyez vraiment, au final, ce qui va tourner dans le futur, c'est un Docker container.
Donc c'est mieux de savoir comment on l'arrête. Des fois, le système d'au-dessus n'arrive pas à l'arrêter. Donc c'est l'équivalent de kill -9. Kill -9, bon, il y a Docker stop, c'est à peu près pareil. Il y a les 4 var log, je ne sais pas quoi. L'équivalent dans le Docker, c'est Docker logs, qui permet de voir le log d'un container. Donc, il faut vraiment apprendre ça, sinon vous allez rater énormément de choses quand vous voulez utiliser ces nouvelles plateformes. Donc, rapidement, App Engine, qui connaît App Engine ici? Pas beaucoup. Peut-être que vous ne l'utilisez pas parce qu'il avait des limites. Donc, il a été créé en 2008. Il tournait déjà à l'époque des containers, mais on ne pouvait pas en parler. Chaque process d'App Engine, en fait, tournait dans son propre C-group, dans une grosse boîte Linux, mais de manière complètement indépendante, comme ça. Un process ne pouvait pas savoir connaître son environnement, à part la très stricte sandbox qu'on mettait autour. Et le but, en fait, c'est vous créez votre application, et c'est facile à tester localement, et c'est facile à déployer. Donc l'application, que ce soit Python, Java ou Go, les trois runtime de base d'App Engine, qu'on est en train d'étendre avec PHP aussi. Et l'intérêt, c'est que vous la déployez. Si personne n'utilise votre application, il y a 0 process qui tourne. Et s'il y a 500 millions de personnes qui utilisent votre application, il y a plus que 0 process qui tourne. Donc quand je dis 500 millions, c'est que pour l'instant, on a presque 5 millions d'applications qui tournent dans App Engine. Il y en a une qui s'appelle Snapchat. Qui connaît Snapchat? OK. Donc Snapchat, c'est une application qui tourne sur votre mobile, qui permet d'envoyer à vos copains des photos qui vont disparaître au bout de 10 secondes, une fois qu'ils les ont vues. Et il paraît que c'est comme ça que maintenant je communique avec mes enfants, parce qu'ils refusent le mail, ils refusent même les SMS. En fait, il faut envoyer une image avec un message et qui va disparaître en 10 secondes. Donc Snapchat, c'est une des applications parmi les 5 millions que App Engine host, et c'est la plus grosse actuellement. C'est la plus grosse, mais ils ont des milliers de process qui tournent dans App Engine. C'est 15 développeurs, ils habitent à Los Angeles sur la plage près de Venise, et ils n'ont jamais vu un data center. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un load balancer. Ils ont écrit une petite app que tout le monde aurait pu écrire. C'est vraiment pas compliqué d'envoyer une petite photo avec un message et de le balancer à vos copains. Sauf que quand ils ont 500 millions d'utilisateurs, il y a d'autres problèmes. Il leur faut par exemple du data store énorme. Donc c'est des petabytes de data store. Il leur faut une couche de caching avec Memcache qui est dans les terabytes. Mais tout ça est disponible avec App Engine. Et ils ne savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils nous donnent de l'argent à la fin du mois. C'est tout. On gère leur application pour eux. App Engine, c'est quand même 28 milliards, ça c'était il y a quelques mois, 28 milliards de requêtes par jour. Donc ça fait 4 requêtes par être humain par jour, qui arrivent dans un des data centers de Google et qui est servi par une application App Engine. Okay, c'est énorme. Wikipédia à côté, tout le monde connaît Wikipédia. C'est plus de 10 fois plus petit que App Engine. Le Cloud Data Store, donc la base de données hautement scalable de Google qui tourne sur App Engine, c'est 6300 milliards d'opérations par mois. Donc c'est get, put, create, entity ou delete entity. Donc on en fait quelques-uns par mois. Donc ça, c'est App Engine classique depuis 2008. Donc très simple à mettre en œuvre. Par contre, avec des limites. Donc par exemple, dans le monde Java, on ne vous autorise pas à créer un fichier. Donc new java.io.file, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que, premièrement, dans le cloud, c'est aberrant de créer des fichiers Java. Et deuxièmement, encore pire, dans le cloud de Google, on ne veut surtout pas que votre application puisse écrire dans le disque
du host qui gère le process. Dans le monde Java, vous ne pouvez pas non plus créer une classe qui vient de java.awt. Pourquoi? Parce que en fait, AWT, c'est un framework graphique de Java, de la plateforme Java qui a été créée depuis les fins des années 90. En fait, AWT a implémenté entièrement en native code, en code natif. Et comme vous savez, c'est très simple de faire des buffer overflow et de bypasser et de pouvoir exécuter n'importe quel code que vous voulez si vous accédez à du code natif. Donc en fait, l'équipe de sécurité Google a dit vous pouvez utiliser Java sauf ça, et donc on a restreint en fait la plateforme Java telle que vous la connaissez actuellement pour pouvoir répondre aux besoins de la sécurité Google. Si vous regardez bien, en fait, Oracle a aussi une plateforme cloud assez récente. Et si vous lisez bien leur site web, ils ont aussi une sandboxing, des règles de sandboxing, et ils ont une waitlist. Donc, ils n'autorisent pas entièrement dans le cloud Oracle la plateforme Java. Ce qui veut dire, ça, on peut diverger là-dessus, c'est que la plateforme Java n'est peut-être pas vraiment prête au jour d'aujourd'hui pour tourner telle qu'elle dans le cloud. Donc, les limitations, elles étaient nécessaires pour des raisons de sécurité. Mais par contre, effectivement, il y avait beaucoup de développeurs ou de clients qui disaient « Ah oui, mais j'ai quand même besoin de cette librairie qui va faire du PDF, qui va me générer du PDF, et elle utilise AWT, donc comment je fais, ou comment j'ai besoin d'un fichier temporaire qui est créé par un framework que mon application utilise. Comment je fais, parce que je ne peux pas utiliser ce framework dans mon application. » Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a décidé de réécrire ou de transformer le monde App Engine tel qu'il est depuis 2008 pour qu'il tourne dans le monde Compute Engine. Et là, quand il tourne dans le monde Compute Engine, en fait, votre process, il tourne dans votre VM. Donc, si votre application Java, elle fait un appel process builder etc shutdown et que vous l'exécutez, pourquoi pas? Vous avez le droit parce que c'est votre VM. Vous n'allez pas shutdowner un rack d'un data center dans lequel peut tourner par exemple une Google Search. Vous allez shutdowner votre VM qui vous appartient, donc vous avez entièrement le droit de faire ça, ou exécuter rf / à partir de Java, vous avez le droit. Donc, on a gardé la simplicité de programmation et de déploiement du monde App Engine, mais l'environnement d'exécution se fait dans une VM qui tourne sur Compute Engine qui vous appartient. Une ou des milliers, bien sûr. Et au lieu de vous offrir en fait un environnement d'exécution qui est une VM, on a décidé de mettre dans cette VM en fait un environnement Docker qui est encore plus facile pour vous en tant que développeur à décrire, parce que en fait c'est ce process Docker container qui va s'exécuter dans la VM. Donc là, toutes les facilités que vous avez vues ce matin avec les démos de David sur comment je peux customiser un Docker avec une version très précise de telle librairie, en exécutant tel binaire, etc., peut se faire dans un monde App Engine. Donc en fait, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et on supprime en fait toutes les limites qui auraient pu, ou qui vous ont peut-être bloqué pour devenir un utilisateur d'App Engine. Donc en gros, si on regarde une application typique qui tourne dans le cloud, il y a un hyperviseur, un guest kernel, un environnement d'application, et puis votre code. En fait, votre code, c'est la partie verte la plus haute. Vous utilisez des frameworks qui viennent de Maven, qui viennent de droite à gauche. Ensuite, un environnement d'application, c'est un web server, donc ça va être Jetty pour Java, ou JBoss, ou CherryPy pour Python, ou Node.js, etc. Mais ça, vous l'utilisez, mais soit vous voulez vraiment rentrer dedans et le customiser à fond, ou vous voulez simplement un environnement qui marche et c'est tout. Ensuite,
Il vous faut un load balancer parce qu'il y aura plusieurs machines qui vont tourner, qui vont offrir à peu près la même application. Par exemple, dans le monde Snapchat, il y en a des milliers. Donc, vous rentrez dans le load balancer App Engine pour Snapchat et on va distribuer le trafic au mieux parmi ces N machines. Il vous faut aussi un autoscaler. Donc, vous avez 0 client, vous voulez 0 machine. Vous avez 500 millions de clients, vous voulez autant de machines qui peuvent servir 500 millions d'utilisateurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose à gérer. Donc soit vous le gérez vous-même, vous configurez un load balancer avec Compute Engine, c'est possible, il y a la case load balancer que vous pouvez configurer. Ou vous utilisez App Engine, et App Engine va faire le scaling automatique. Ensuite, votre application peut devenir de plus en plus complexe. Donc là, on parle toujours d'une application App Engine, mais avec plusieurs modules. Donc une application App Engine maintenant, depuis 9 mois, en fait, c'est une collection de modules. Donc par exemple, il peut y avoir des modules pour le HTTP front-end, des modules pour feed aggregation, third party, etc., logs. Donc en fait, vous pouvez configurer vos services ou vos microservices en termes de modules. Ça, c'est très important. Avant, dans App Engine, il y avait une notion de back-end, c'est remplacé par les modules. Donc, c'est le truc. Et après, vous avez plusieurs applications. Bien sûr, Snapchat n'a pas qu'une seule application App Engine, il y en a N. Vous voulez bien sûr que votre application tourne entre l'Asie et l'Europe de manière transparente. Ce n'est pas à vous de décider quand est-ce qu'un data center est down, parce que nous-mêmes, on ne le sait pas trop en avance. Donc, il faut que le trafic soit détourné automatiquement de data center à data center. Donc, en fait, si vous voyez tout ce que vous devez rajouter en utilisant une plateforme de base comme infrastructure, comme un service, ça devient possible à gérer si vous êtes Google, possible à gérer si vous êtes EDF ou une grosse compagnie, mais virtuellement impossible à gérer si vous êtes une start-up de 15 à 50 personnes. Et donc c'est ça qu'App Engine vous offre. Donc, comment vous faites un update d'un kernel ou par exemple d'une faille de sécurité SSH qui a été découverte rapidement, récemment. Est-ce que c'est à vous de patcher 10 000 VM? C'est compliqué. Rollbacks. Des fois, vous poussez une version qui est pas encore cuite. Donc déjà, vous pouvez faire du traffic splitting entre différentes versions. Et puis, bien sûr, vous pouvez dire, bon, bah, je vais arrêter cette version parce qu'elle est complètement cassée, mais les autres versions vont continuer à servir votre trafic. Donc ça encore, Google peut faire ça. Traffic splitting, donc vous pouvez expérimenter des nouvelles versions. Monitoring, logging, tout ça est agrégé. Donc en gros, si on revient au schéma d'avant, en fait, App Engine ne s'occupe que de l'application, du code applicatif et des librairies. Alors ces librairies peuvent être aussi du code natif, mais c'est vraiment dans le monde applicatif. Tout le reste, c'est managé par Google, donc c'est pour ça qu'on l'appelle c'est l'App Engine Managed VM. Donc ce sont des VM complètement managés pour vous, de manière transparente. Vous pourriez le faire vous-même avec des scripts, avec des outils d'automation, sans problème. Pourquoi le faire vous-même si un service automatique peut le faire? C'est à vous de décider. Donc, j'ai dit, on va passer aux démos rapidement, mais j'ai dit que ce nouveau monde de Managed VM en fait tourne sur Docker. Donc, il y a deux choses. Si vous connaissez App Engine tel que vous le connaissez actuellement, il y a deux choses à faire. C'est premièrement, dans un fichier de configuration XML qui s'appelle App Engine Web.xml, il faut rajouter VM true. Donc, il suffit de rajouter une ligne pour dire je veux exécuter dans un environnement de VM et un autre fichier optionnel qui est le Dockerfile. Donc, si vous ne fournissez pas de Dockerfile, c'est celui-ci qu'on va utiliser.
D'accord? Donc vous avez toujours votre web application, votre WAR-file que vous développez avec Eclipse, NetBeans, avec Maven ou ce que vous voulez. Et c'est ça qui va être rajouté dans un contexte qui est géré par cette image Google App Engine Java. Donc voilà, on va passer en démo maintenant, parce que je vous ai peut-être passé trop de temps en parlant. Donc la première démo, qu'on va voir, est-ce que vous lisez en bas? Non, je vais essayer de monter un petit peu plus en haut. Voilà. Donc, dans le directory App Engine Node.js Quick Start, j'ai une application Node.js. Donc, même si tout le monde ici est Java, on va commencer par Node.js parce qu'en fait, ça prouve qu'on a d'autres runtimes que Java, qui est un des runtimes traditionnels d'App Engine, mais on peut l'étendre à d'autres plateformes. Donc, je vais enlever le verbosity qui ne sert à rien. Donc, la partie ManageVM d'App Engine, maintenant, est implémentée dans un nouveau SDK qu'on appelle le Cloud SDK, qui unifie tous les SDK qu'on avait dans App Engine, un pour Go, un pour Java, un pour Python. Maintenant, il n'y en a plus qu'un seul, c'est le Cloud SDK, qui va supporter tous ces langages, tous ces runtimes, et aussi des runtime ManageVM. Donc là, dans le directory point, j'ai une application Node et je ne veux pas déployer, je veux faire run. Preview, parce qu'on est toujours en preview. Bon, on est passé en preview public ou en équivalent de bêta mardi. Application, c'est la sous-commande de Gcloud pour App Engine. Et ce que je veux faire, c'est faire run. Je vais dans une autre fenêtre. Et j'exécute Docker PS. Donc là, vous voyez que depuis 6 secondes, il y a un nouveau Docker container qui a été créé par Gcloud, qui exécute le serveur Node.js sur votre application qui est sur votre disque. D'accord? Et oubliez les warnings, mais en quelques secondes, votre application peut s'exécuter localement dans un environnement Docker. Donc là, il va falloir installer Docker sur votre machine, mais le Cloud SDK de Google va pouvoir communiquer à ce système Docker et lui demander « démarre-moi un nouveau container ». Donc là, on va aller voir comment est l'application. Elle tourne là. Je suis une application Node.js, je peux dire bonjour, je peux imprimer mon environnement, etc. Donc là, /Node.js. C'est un directory qui n'existe pas sur mon Mac. En fait, il existe dans la machine Docker. Donc, je retourne là. Le say hello, il marche bien. On va regarder un petit peu le code Node.js, même si je ne sais pas si vous êtes tous des gourous de Node.js, mais je vais rajouter une from devfest ici et sauver. Et reloader, et ça y est, j'ai fait une typo. Et là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que j'ai sauvé un fichier Node.js sur mon disque dur Mac. Le Cloud SDK s'est aperçu du changement, a détruit le Docker container qui tournait, a réexécuté le Docker build pour builder une nouvelle image. Cette image contient le nouveau code de votre application et a booté cette image. Le tout en secondes, d'accord, moins de 4 secondes. D'accord, donc ça vous donne un environnement de développement qui est pratiquement équivalent à ce que vous connaissez au jour d'aujourd'hui, mais dans un monde Docker. Et là, vous n'avez pas fait Docker Run, Docker Build, Docker, c'est le Cloud SDK qui a fait ça de manière automatique pour vous. D'accord? Donc, qui connaît Node.js ici? Ah, quand même. C'est bien, alors on peut continuer là-dessus, parce que on peut voir par exemple que donc,
n'importe quel trafic Node.js peut tourner, mais l'intérêt, effectivement, c'est de pouvoir accéder à tous les services d'App Engine. Donc, Data Store, Memcache, Mail, User, envoyer des emails, etc. Toutes les API d'App Engine que vous connaissez, que vous pouvez utiliser en Java, Python ou Go, sont aussi, enfin la plupart sont disponibles dans le monde Node.js aussi. Et le Dockerfile, le voilà. Il n'y a même pas besoin de dire où est votre application parce qu'on sait que le contexte c'est le directory courant. Donc là, c'est mieux que David. En fait, je suis le Dockerfile le plus simple à écrire, c'est je veux utiliser telle image. Donc voilà, première démo, c'est premièrement, on peut regarder un petit peu l'application, un petit peu plus l'application. Maintenant, print environment. Donc voilà, là c'est le handler qui s'appelle test app engine memcache. Donc on va cliquer dessus. Donc là, c'est vraiment tout bête. Hein. Je ne suis pas du tout un dieu du UI, comme vous pouvez voir. C'est simplement pour exécuter de la logique business côté serveur. Donc là, on va utiliser le même cache d'App Engine. Et chaque fois qu'on fait reload, en fait, la dernière valeur qu'on a créée de manière random, on la met dans le même cache. Donc si je fais reload, maintenant vous voyez que la valeur A4 et maintenant est dans le cache et on en a créé une nouvelle valeur qui est BCE et je fais reload et vous voyez que donc là en fait on met des nouvelles valeurs dans le cache même cache d'App Engine qui est exécuté en émulation ici sur mon laptop. Donc toutes les API App Engine peuvent être émulées localement de manière très simple. Ce même cache en fait c'est le même cache que Snapchat utilise et c'est des terabytes de même cache. C'est aussi simple que d'appeler en fait cette API appengine.memcache.get ou appengine.memcache.set. D'accord? En fait, on a poussé en NPM le NPM appengine, je crois, mardi matin. Donc là encore, ça sort du four, c'est tout neuf. On va finir. Alors bien sûr, c'est un environnement ce qu'on appelle managé. Ça veut dire que votre Docker container doit répondre à un certain nombre de signaux que l'environnement lui envoie. Un des signaux, c'est implémenter else. Est-ce que tu es encore en vie, en gros? Est-ce que tu es encore en vie? C'est simplement retourner OK. OK. Par contre, si la VM ou le container arrête de répondre à cette URL toutes les 5 secondes, on va le tuer, on va recréer un ailleurs. Parce qu'il n'a peut-être plus de mémoire, ou il a fait des memory leaks, il n'y a plus de place sur le disque, je ne sais pas. Donc on va le recréer ailleurs. Donc ça, c'est entièrement automatique. Il me reste 10 minutes, c'est ça? À peu près, moins. Rapidement, puisque vous êtes dans le monde Java, on va faire le même type d'application, mais en Java. Donc là, j'ai une application qui est... je vais utiliser NetBeans, je ne sais pas si vous voyez assez. C'est une application Maven, d'accord, qui a un plugin définition qui est le App Engine Maven plugin. Donc, a priori, c'est simple. Vous rajoutez ces 10 lignes de code dans votre application Java utilisant Maven. J'ai un fichier de configuration appengine.xml qui a le truc fondamental VM-true. Vous voyez là, c'est pas trop petit, ça va? Donc je dis cette application Java App Engine, en fait c'est une VM. Et j'ai un Dockerfile un petit peu plus compliqué. Là, je prends l'image de base Google App Engine, mais je rajoute un utilitaire qui s'appelle Fortune. Okay. Et puis en fait, j'installe Java 8, parce que par défaut, l'image a Java 7. Donc là, j'utilise le mécanisme de layer de Docker. Je prends une image de base et je la customise. Donc là, on va faire deux choses. C'est premièrement, mon application traditionnelle App Engine va tourner sur Java 8 et non plus Java 7.
Et je vais pouvoir utiliser Fortune. Donc là, j'appelle le goal AppEngine gcloud apprun. Donc pareil que ce qu'on a vu en command line, mais à partir de Maven. Donc le Maven va faire le build, le test. Si tout va bien, va appeler gcloud pour lancer votre container. Si vous regardez dans le POM, j'ai plus que fin. Alors on va regarder l'application qui tourne, a priori, et ça ira. Donc là, j'ai lancé en fait 2 modules. J'ai gardé l'ancien et le nouveau, il est là. Voilà. Donc là, c'est l'application traditionnelle Guestbook qui tourne en Java 8. On le voit ici. Qui utilise une librairie Captcha native qui fait du AWT et qui appelle Fortune pour écrire dans le Guestbook. Donc c'est l'application traditionnelle d'AppEngine depuis 2008 qui a été étendue pour appeler Fortune et utiliser un Captcha dans l'application locale. Donc ce même Docker Container que vous avez exécuté dans votre environnement de développement, c'est celui-ci qu'on va déployer dans le cloud. Donc il va tourner tel quel. Et ça, on pourra le voir à la pause, parce que je n'ai pas le temps de le montrer, mais en fait c'est le même. Donc voilà.